tu es entraîneur comme moi, tu as un athlète qui a perdu du poids, tu t'inquiètes pour sa santé, dans les prochaines minutes, on va pouvoir t'aider à savoir si tu as des raisons de t'inquiéter. Bonjour, je m'appelle Alexia Demacar et je suis nutritionniste du sport et de la performance. J'ai aussi un doctorat en nutrition sportive. Je vous présente ma collègue Jodie Richardson qui est psychologue. Ensemble, on a fondé l'organisation québécoise unique Dare to Fuel Performance. Donc, elle a pour mission d'éduquer, d'outiller et de soutenir tous les intervenants et les professionnels qui travaillent auprès d'athlètes en ce qui concerne les troubles alimentaires. Je vous présente aussi Marilyn Langlois, qui est entraîneur de patinage artistique en simple et en synchro et qui est certifiée niveau 5. Donc, on va aborder ensemble ce que sont les troubles alimentaires chez l'athlète et on va le faire en 3 différents volets. Donc, les signes et symptômes des troubles alimentaires chez l'athlète. Ensuite, pour un entraîneur qui observe ces drapeaux rouges-là, de quelle façon intervenir. Et finalement, plus au volet préventif, ce qui peut être fait justement par une organisation sportive, par des entraîneurs, pour établir un environnement d'entraînement plus sain. Donc, pour cette première capsule, on va parler des signes et symptômes du trouble alimentaire chez l'athlète. Pour débuter, avant de parler des signes et symptômes des troubles alimentaires, c'est important de comprendre ce que sont les troubles alimentaires. Jodie, est-ce que tu peux nous en parler? Un trouble alimentaire, c'est une préoccupation excessive avec la silhouette, le poids et leur contrôle. En fait, cette préoccupation, c'est le symptôme d'une anxiété très profonde. Pour essayer de gérer cette anxiété, l'athlète va exercer certains comportements pour perdre du poids. Exemple, moins manger, faire plus d'activité physique, ce qui peut l'amener à un syndrome de malnutrition, même s'il semble être un poids normal. Les symptômes de malnutrition, malheureusement, peuvent aussi renforcer la préoccupation. Par exemple, l'isolement, l'obsessionnalité, la fatigue, manque de motivation pour autre chose. En plus, rendu là, beaucoup de personnes atteintes d'un trouble alimentaire vont vivre des épisodes de perte de contrôle sur la nourriture, c'est-à-dire des épisodes boulimiques. C'est vraiment la façon du corps humain d'essayer de se renourrir, mais ces épisodes causent beaucoup d'anxiété et de détresse et renforcent évidemment cette préoccupation avec l'alimentation, la silhouette et le poids. On devient pris dans un cercle vicieux. Marilyn, quels sont les signes et symptômes des troubles alimentaires que tu as observés le plus fréquemment dans ta carrière et qui t'ont amené à t'inquiéter? Une perte de poids rapide, c'est clairement un drapeau rouge pour nous. Une perte de poids lente aussi, il faut rester à l'affût. Un athlète qui présente un abdomen gonflé, qui n'a pas nécessairement perdu du poids, mais qui a un abdomen gonflé. La perte des cheveux. Ils ont souvent les cheveux clairsemés. Des fois, ils vont avoir l'apparition d'un petit duvet au niveau du visage. C'est des jeunes souvent qui sont fatigués, cernés. Le teint de la peau, il y a moins d'éclat. Il y a des athlètes qui vont essayer de compenser. Tout soudainement, vont se mettre à se maquiller plus pour essayer de compenser pour ça. C'est des athlètes qui sont moins concentrés, qui vont se blesser plus fréquemment, puis des fois, ils vont prolonger des blessures. Ça va être plus long avant qu'ils guérissent. C'est aussi des athlètes, des fois, que juste par leur vocabulaire, qui vont avoir une drôle de relation avec la nourriture, des commentaires qu'ils vont faire sur certains aliments, qui vont être plus difficiles. Donc, quand on parle des signes et symptômes des troubles alimentaires, souvent, on va pouvoir les placer en différentes catégories. Donc, on parle de signes et symptômes physiques, physiologiques ou associés à la performance. Donc, tu as parlé de perte de poids, qui est évidemment quelque chose qu'on observe fréquemment dans les cas de troubles alimentaires, mais aussi, dans certains cas, on peut observer des gains de poids ou des fluctuations fréquentes du poids. Nous, en consultation, on voit souvent des athlètes qui vont avoir aussi des troubles gastro-intestinaux, des troubles de sommeil ou qui vont présenter une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de menstruation. Donc, outre les signes symptômes physiques, physiologiques, on peut aussi observer des symptômes de nature plus comportementale ou psychologique. Donc, je vais laisser Jodie nous en parler. En effet, une personne atteinte d'un trouble alimentaire va développer des comportements compulsifs, c'est-à-dire ritualistiques, rigides. Exemple, manger plus lentement, toujours manger dans un certain ordre, toujours s'entraîner aux mêmes heures, dans la même façon. La personne atteinte devient tellement obsédée avec tous les petits détails de l'alimentation, de l'exercice physique, que leur monde devient beaucoup plus petit. Souvent, elles s'isolent, elles cessent leurs activités de plaisir et peuvent se sentir très irritables, anxieuses ou déprimées. Marilyn, est-ce que pour toi, en fait, le fait d'avoir une meilleure compréhension de ce que sont les troubles alimentaires t'a permis de pouvoir déceler les signes et les symptômes plus rapidement? Définitivement, oui.
Il y a plusieurs types de désordres alimentaires. Fait que c'est sûr qu'en ayant plus de connaissances, ça me permet à moi de déceler plus rapidement les signes et les symptômes et aussi de pouvoir adresser et faire les suivis adéquats pour chaque athlète. Donc, dans cette capsule, on va parler des différentes manières concrètes d'intervenir auprès de l'athlète. Alors, on comprend tous l'importance d'intervenir, mais aussi, on sait que ce n'est pas facile d'effectuer cette première intervention-là. Jodie, est-ce que tu peux nous parler des différentes barrières qui peuvent faire en sorte que certains entraîneurs, certains intervenants peuvent trouver ça difficile justement d'effectuer cette première intervention? Il y a plusieurs barrières très réelles qui empêchent les entraîneurs et les professionnels d'intervenir. Premièrement, il y a toute l'incertitude par rapport au problème. Est-ce que c'est un vrai trouble alimentaire? Est-ce que, en parlant du trouble alimentaire, je vais aggraver le problème? Ne pas savoir quoi dire, ne pas savoir comment gérer la réaction de l'athlète et ne pas savoir où référer l'athlète après l'intervention. Il y a aussi des appréhensions par rapport au sport. Par exemple, est-ce que c'est le bon moment d'intervenir pour son performance? Est-ce qu'en intervenant, on va engendrer un arrêt d'entraînement, par exemple? Il y en a aussi qui se sentent comme des imposteurs parce qu'ils ont leurs propres enjeux alimentaires. Ce sont tous des barrières très compréhensibles. Par contre, on doit quand même intervenir. De ton côté, Marilyn, les premières fois où tu as dû intervenir, est-ce que tu as eu certaines appréhensions? Définitivement, oui, j'en avais et j'en ai toujours à chaque fois. Heureusement, j'ai la chance d'être accompagnée par des spécialistes comme vous, Judy et Alexia, qui, dès que j'ai des questions, que j'ai des doutes de comment intervenir, je peux avoir accès à vous. Ça me guide continuellement et ça me donne de plus en plus confiance. En effet, Marilyn, tu as vraiment raison. C'est vraiment avec l'expérience qu'on devient de plus en plus confiant à faire la première intervention. Donc, de façon générale, qui devrait effectuer cette première intervention-là? Ce qu'on dit, c'est que ça devrait être la personne qui a la meilleure relation avec l'athlète, mais qui a aussi un lien d'autorité. Donc, ça ne peut pas être un partenaire d'entraînement. Donc, c'est pour ça que comme entraîneur, vous êtes souvent la personne clé pour pouvoir effectuer cette première intervention-là. Donc, comment est-ce que la première intervention devrait avoir lieu? Je vais expliquer en fait 5 étapes qui vont pouvoir aider les gens, aider les entraîneurs justement à pouvoir faciliter la chose. Donc, première étape, c'est d'exprimer ses préoccupations. Donc, on parle au « je ». Donc, écoute, je voulais te rencontrer en privé pour discuter avec toi d'une chose qui me préoccupe. Je m'inquiète depuis quelques semaines. Numéro 2, on exprime en fait ou on énumère les faits. Donc, tu manques souvent d'énergie lorsqu'on se voit, tu as eu des malaises à l'entraînement dernièrement, tes blessures ne semblent pas guérir, tu mentionnes aussi avoir de la difficulté à récupérer car tu fais de l'insomnie, ton poids diminue beaucoup récemment et ça m'inquiète. Numéro 3, on écoute et on laisse l'athlète répondre. Donc, tu sais, je suis là pour toi, pour t'aider, pour t'écouter. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quelle est ta perception de la situation? Donc, numéro 4, on donne des références. Donc, j'aimerais que tu rencontres un médecin, un ou une nutritionniste dans les prochaines semaines. Je sais que tu aimes ton sport, que tu veux performer, mais ta santé, c'est vraiment la priorité. Voici les coordonnées de certaines personnes que tu peux contacter. Et cinquièmement, planifier un suivi avec l'athlète. Donc, on peut dire tout simplement, j'aimerais qu'on rediscute de tout ça la semaine prochaine. Donc, comme tu le ferais comme entraîneur dans le cas d'une blessure physique, on fait la même chose avec l'athlète dans ce contexte-ci où on va faire le suivi la semaine justement d'après pour voir où l'athlète en est. Marilyn, une des choses que j'admire beaucoup chez toi, c'est ta capacité à pouvoir intervenir rapidement lorsque tu identifies justement certains signes, certains symptômes. Est-ce que tu aurais des conseils, des suggestions à donner aux entraîneurs qui n'osent peut-être pas intervenir? Le premier, ce serait d'agir, d'écouter son instinct, d'agir avec honnêteté et bienveillance. Si on a un doute qu'il y a un problème, c'est parce qu'il y en a un. La deuxième chose, ce serait d'accepter aussi de peut-être être la première personne qui va devoir intervenir et au risque d'être rejetée par notre athlète, malheureusement. Pour essayer d'éviter ça, d'aller chercher les ressources nécessaires, d'aller poser les questions, d'aller s'informer, de voir c'est quoi les meilleures choses à dire, les meilleures façons d'entamer la discussion, un peu comme tu viens de les énumérer. Créer un lien très fort de confiance avec ton athlète avant d'aborder le sujet pour qu'il soit capable de se sentir assez en confiance pour en parler. De poser des questions directes. Les athlètes vont en parler pas mal plus qu'on le pense, puis ils vont dire beaucoup plus de choses quand on est capable d'être direct avec nos questions. Puis ça va nous permettre de mieux les guider à ce moment-là.
En conclusion, un trouble alimentaire est grave. Et le plus longtemps qu'il reste, le plus qu'on met la santé, la sécurité et la performance de l'athlète à risque. C'est pour ça que c'est tellement important que les entraîneurs ont de l'éducation et le soutien nécessaire pour qu'ils se sentent confiants et outillés pour gérer ce problématique qui est malheureusement beaucoup plus fréquente qu'on pense chez les athlètes. Et finalement, plus au volet préventif, ce qui peut être fait justement par une organisation sportive, par des entraîneurs, pour établir un environnement d'entraînement plus sain. C'est justement cette dernière catégorie qu'on va aborder ensemble dans cette capsule. Jolie, on parle souvent des facteurs de risque des troubles alimentaires, mais il existe aussi des facteurs de protection. Oui, il y a plusieurs facteurs qu'on peut influencer de façon positive. Par exemple, on peut aider les athlètes à développer leur appréciation pour le fonctionnement du corps au-delà de l'apparence physique. Aussi, l'appréciation de la diversité corporelle. On sait aussi que l'attitude positive et le soutien des parents et des entraîneurs dans l'environnement sportif est un facteur de protection. Et en plus, s'il y a un discours positif par rapport à l'alimentation et le corps humain dans l'environnement, c'est très aidant. On peut aussi aider les athlètes à développer leur regard critique par rapport aux médias sociaux. Marilyn, à quel moment est-ce que tu étais consciente que comme entraîneur, tu avais un rôle de prévention à jouer auprès des athlètes en ce qui concerne le développement d'un trouble alimentaire et comment cela a affecté ta pratique? Étant dans un sport technico-artistique jugé, nos athlètes font beaucoup face aux déclencheurs. J'ai été trop souvent témoin de gens mal éduqués qui sont permis de faire des commentaires ou d'avoir des comportements inadéquats. C'est important que nos athlètes sachent que ce n'est pas un sujet tabou. Ils doivent savoir où les désordres peuvent les amener. Je pense que c'est en les déséduquant, puis en ouvrant la discussion et le dialogue de façon honnête et bienveillante qu'on va pouvoir les aider à justement faire partie de la solution. Et une maladie, ça peut se prévenir. Effectivement, Marilyn, le fait d'en parler plus librement avec les athlètes peut aussi constituer un outil de prévention. Donc, en plus de ce que vous deux avez mentionné, il y a d'autres initiatives qui peuvent être prises par les entraîneurs pour justement aider à prévenir le développement de troubles alimentaires auprès de leurs athlètes. Donc, la première chose, c'est de s'assurer qu'ils aient accès à une alimentation variée, équilibrée, en fait, en période d'entraînement intense, en période de compétition, de camp d'entraînement, mais aussi s'assurer qu'ils aient suffisamment de temps pour manger, justement, lors des périodes d'entraînement vraiment intenses. Également, comme entraîneur, lorsque c'est possible, de prendre le temps de manger avec les athlètes au même moment parce que vous pouvez justement être de bons modèles. On recommande aussi de façon générale de ne pas peser les athlètes et aussi de parler plus de la nutrition comme étant un outil de performance et non un outil pour modifier son corps. Marilyn, de votre côté, à votre club, quelles sont les actions concrètes que vous posez justement dans cet esprit de prévention-là? On fait appel à des spécialistes. On a une nutritionniste qui travaille avec l'équipe. On a fait d'ailleurs un atelier où est-ce que pour nous, c'est important qu'elle aborde justement le sujet des désordres alimentaires pour mieux éduquer nos athlètes. Nos bénévoles qui travaillent auprès de l'équipe sont présents lors de ces sessions-là aussi. On a aussi travaillé fort avec nos bénévoles pour s'assurer que, comme ils voient souvent ce que nos athlètes mangent, les collations qu'elles prennent ou qu'elles ne prennent pas, de pouvoir justement faire un petit suivi auprès de nous. On a discuté aussi avec nos leaders d'équipe pour être sûr qu'elles se sentaient confortables de venir communiquer avec nous en toute confidentialité et de le faire rapidement si jamais ils voyaient des comportements ou quelque chose qui leur faisait un petit drapeau rouge, s'il y avait peut-être quelque chose de malsain, de ne pas avoir peur de venir en parler à un adulte. On a aussi décidé de faire un autre atelier de nutrition avec les parents. Ça va être le Back to School boîte à lunch, mais aussi avec une version qui va quand même aborder les sujets des désordres alimentaires pour que les parents puissent eux aussi faire partie de la solution, puis être capables de le prévenir, puis de le noter s'ils voient des comportements qui ne sont pas adéquats. C'est pas mal ça qu'on a mis en place pour l'instant, mais c'est clair qu'on est à l'affût et on veut continuer à s'éduquer. On sait aussi que l'entraîneur peut agir comme modèle positif quand il est question de la prévention. Marilyn, quand est-ce que tu as su que toi, comme entraîneur, tu pouvais jouer ce rôle de modèle positif pour les athlètes?
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de choses que les entraîneurs peuvent facilement faire pour devenir des bons modèles en termes d'alimentation et d'image corporelle? Je pense que ça commence par s'accepter soi-même. Puis après ça, concrètement, par exemple, moi, à la patinoire, j'amène toujours des collations. Je me sers des petites collations nutritives avec moi, mais j'ai aussi souvent mes petites pâtes d'ours, mon petit sac de croustilles, pour démontrer que c'est important d'avoir un équilibre dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de se faire des petits plaisirs. Puis, comme coach directement avec les athlètes aussi, je pense que c'est important de verbaliser, de miser sur leur qualité d'athlète, au-delà de l'apparence corporelle, puis leur faire comprendre que la performance, c'est ça. Merci infiniment de ton partage, Marilyn. Pour Jodie et moi, tu es un merveilleux modèle, en fait, comme entraîneur. Et tu es un bel exemple, en fait, du fait qu'il est vraiment possible de combiner le sport de haut niveau avec un environnement de performance sain. Merci.